Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau débat spécial élection départementale. Après la Haute-Loire, à l'instant, nous voici maintenant dans le Cantal. Avec moi sur ce plateau, Pierre Reynaud, chef d'agence du journal La Montagne à Aurillac. Bonjour. Bonjour. Nous recevrons aussi tout à l'heure notre confrère Emmanuel Moreau qui représentera France Bleu Pays d'Auvergne. 3 médias unis pour vous faire découvrir les projets des candidats que voici. Sébastien Prat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat du Parti communiste sur le canton d'Aurillac 1 avec Julia Valentin sur le nom Cantal Terre d'Avenir. Vous êtes aussi secrétaire départemental du PC. Vous voyez sur votre écran les 3 autres binômes qui se présentent sur ce canton d'Aurillac 1. Bruno Faure, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président sortant du conseil départemental, candidat pour la majorité départementale droite, centre et indépendant sur le canton de Nocelles avec Marie-Hélène Roquette. On découvre à l'image le binôme qui se présente face à vous sur ce canton de Nocelles. Céline Chariot, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le ROC, Rassemblement et Ouverture pour le Cantal, sur le canton de Neuve-Église avec Jean-Jacques Montloubou. Vous êtes aussi présidente de Saint-Flour Communauté. On notera que vous êtes le seul binôme candidat sur votre canton. Pierre Matonnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat Parti Socialiste soutenu par Europe Écologie Les Verts et Génération sur le canton d'Aurillac 2 avec Valérie Rueda. Vous êtes également maire d'Aurillac, président de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. 2 autres listes se présentent sur ce canton. Elles s'affichent sur votre écran. Et puis Alain Calmette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat sur Aurillac 3 pour le parti Territoire de Progrès. C'est l'aile gauche de la majorité présidentielle avec Nicole Soulin-Coussin. Vous êtes soutenu par La République En Marche, vous êtes ancien député, ancien maire d'Aurillac, et on notera que 3 binômes seront face à vous sur ce canton d'Aurillac 3. On les voit à l'instant sur votre écran. Voilà pour les présentations des candidats. Voici maintenant celle du territoire qu'ils entendent diriger, une carte d'identité du Cantal signée Cyril Jeunet. Avec seulement 144 765 habitants, le Cantal est dans le top 3 des départements les plus ruraux de France. La commune la plus peuplée, c'est Aurillac, 26 822 habitants, recensés par l'INSEE au 1er janvier, et moins de 7 000 à Saint-Flour et à Arpajon-sur-Cère. Si l'ouest du département est traversé du nord au sud par l'autoroute A75, l'est du Cantal souffre d'enclavement. Il faut au mieux 2h20 pour aller à Clermont-Ferrand en voiture ou en train. Paris est à 6h30 de train. Dans ces conditions, le maintien de la ligne aérienne soutenue financièrement par les collectivités est un enjeu et pas seulement pour les chefs d'entreprise. Alors que le département a conforté son image de territoire vert, notamment en accueillant le Tour de France à plusieurs reprises ces dernières années, le fort potentiel économique du tourisme reste à organiser, comme l'accueil de nouveaux arrivants venus en nombre lors des confinements, mais qui demandent plus de services pour s'implanter dans les villages du Cantal. Voilà pour ce rapide portrait du Cantal. Pierre Reynaud, vous allez nous dresser celui de l'Assemblée départementale. Quelles sont les forces en présence ? Alors déjà pour commencer, dans le Cantal, on ne connaît pas l'alternance. Depuis de très longues décennies, la droite est aux commandes du département. Elle sera difficile à renverser lors de ce scrutin et se présentera en ballottage très favorable. La droite dispose d'une majorité confortable, 18 sièges sur 30, et pourra compter sur les centristes du Rassemblement et Ouverture pour le Cantal, le ROC qui dispose de 5 élus. La majorité départementale ne présente d'ailleurs pas de binôme sur les 3 cantons où figurent les candidats du ROC, à savoir Neuve-Église, Murat et Ide. La gauche, elle, rassemblée sur l'ensemble du département, à l'exception des 3 cantons aurillacois, où un accord n'a pas été trouvé avec les communistes, et sur le canton de Saint-Paul-des-Landes, espère retrouver des couleurs au sein de l'hémicycle. Elle tentera notamment de reprendre ces bastions historiques aurillacois perdus en 2015, et lance dans la campagne Pierre Matonnier, président de l'agglo socialiste et maire d'Aurillac, qui se présente pour la première fois à ce scrutin. Le groupe du Rassemblement démocratique va disparaître du paysage politique puisque ces 4 élus radicaux de gauche et divers gauche ne se représenteront pas. Autre fait notable de ce scrutin, les 2 possibles finalistes de la présidentielle, à savoir La République En Marche et le Rassemblement National, n'auront aucun binôme étiqueté à ce scrutin. Seul Alain Calmette, qui avait été élu donc sur Aurillac 3 en 2015 sous l'étiquette socialiste, se présentera donc cette fois-ci et représentera du moins la gauche social-démocrate. Et François Dannemand sur le canton de Morse bénéficieront du soutien de La République En Marche, donc de la majorité présidentielle. Et après, il faudra surveiller de très près l'abstention, qui pourrait être l'adversaire invisible de tous les candidats à ce scrutin,
qui, je le rappelle, se tiendra les 20 et 27 juin prochains. Pierre, une question à poser à nos invités sur ce panorama politique ? Sur ce panorama politique, peut-être la première question, on va la poser à la gauche, ici représentée par Pierre Matonnier, Sébastien Prey et Alain Calmette. C'est cette unité qui a prévalu, qui a fait le socle de la gauche lors des dernières municipales. Elle a éclaté lors de ce scrutin. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, si ça va amener des tensions par la suite ou pas au sein de la majorité municipale ? Monsieur Matonnier. Donc, évidemment que la majorité municipale, c'était un regroupement de partis et de personnes qui étaient mobilisées sur des valeurs sociales, humanistes, etc. Donc, il y avait un programme commun et ça a servi de base. Donc, pour les départementales, je pense qu'au deuxième tour, la question ne se posera pas et on regroupera nos forces et nos voix de façon intelligente et pertinente. Sébastien Prat, ça n'était pas possible, l'union dans les cantons aurillacois ? Déjà, on se félicite que nous ayons réussi collectivement l'union à l'extérieur d'Aurillac. Ça n'a pas été possible dans les cantons aurillacois. Nous sommes très déçus et nous le regrettons, puisque depuis plusieurs mois, nous avons, les communistes dans le Cantal, travaillé un programme, Cantal Terre d'Avenir, vous l'avez rappelé, puisque nous considérons que notre territoire, dans les mois et les années à venir, aura une carte à jouer d'accueil de nouvelles populations, comme ça a été dit dans le reportage. Et nous considérions que ces 30 propositions que nous avons construites avec des acteurs, on a mis de nombreux mois, nous aurons pu les porter dans des unions de la gauche dès le premier tour, partout où c'était possible. Nous sommes très déçus que ça ne se fasse pas à Aurillac, mais la politique municipale et communautaire, c'est un point, la politique départementale, c'en est un autre. Pierre Matonnier, Alain Calmette, pardon, vous avez été élu la fois précédente dans l'opposition de gauche, mais depuis vous avez fait un pas de côté en votant notamment le budget avec la majorité. Aujourd'hui, vous vous réclamez de la majorité présidentielle, La République En Marche. Qu'est-ce qui a changé ? Vous n'êtes plus de gauche ? Si, je suis un homme de gauche depuis toujours, d'une gauche social-démocrate, celle qui affronte la réalité et qui ne se réfugie pas dans la contestation permanente ou des alliances contre nature, type extrême gauche, pardon. Moi, ce qui me semble, c'est que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas tellement un enjeu de gouvernance. Bruno Faure, l'actuel président du conseil départemental, sera président du conseil départemental dans quelques jours. Donc l'enjeu, ça n'est pas d'élire d'autres conseillers départementaux de cette majorité départementale déjà pléthorique, ultra-majoritaire, qui votera toujours en faveur de Bruno Faure. Ce n'est pas d'élire des candidats qui se réclament de la gauche, socialistes, verts ou communistes, qui de toute façon voteront toujours contre le budget départemental. L'enjeu, c'est d'élire des gens comme moi qui pourront voter les budgets en fonction de leur intérêt et ne se réfugieront pas derrière des votes a priori dictés par l'appartenance politique. Donc c'est donc une opposition constructive dans le dialogue, dans les propositions que je souhaite incarner au Conseil départemental. Céline Chariot, dites-moi, vous êtes donc candidate du Rassemblement et Ouverture pour le Cantal, sans étiquette sur les listes de la préfecture, mais vous n'avez pas de liste de droite face à vous. Vous êtes plutôt en phase avec les différentes décisions qui sont prises par la majorité départementale. Quelle est votre différence finalement ? Alors, nous sommes candidats sans étiquette depuis le départ et c'est ce qui nous anime dans notre action quotidienne à l'échelle communale, communautaire. Et c'est ce qui nous anime aussi à l'échelle départementale, c'est d'agir dans l'intérêt général et dans l'intérêt des Cantaliens à l'échelle départementale, en outrepassant les clivages en fait politiques qui peuvent survenir à une échelle nationale. C'est vraiment, quel que soit en fait le sujet, de voir quel est l'intérêt de ce département et des Cantaliens par rapport au sujet qui est posé. Et c'est ce qui, moi, m'anime dans cette candidature à nouveau à l'échelle départementale. Et c'est ce qui m'anime aussi dans mon quotidien d'élu. Et en ça, effectivement, on est sans étiquette. Vous avez dit que je représentais Rassemblement et Ouverture pour le Cantal, qui est un groupe aujourd'hui qui existe au sein de l'Assemblée départementale actuelle, qui a certainement vocation peut-être à pouvoir exister lors de la future mandature. Mais en fait, aujourd'hui, on n'est pas sous bannière, en fait, on ne se présente pas sous bannière ROC, on se présente sans étiquette en tout cas, et moi je ne représente pas tous les sans étiquette, je me représente moi et cette envie d'agir constructivement pour le département.
Bruno Faure, il paraît, d'après M. Calmette, que vous allez être élu. Qui sont vos alliés à cette table ? Mes alliés, c'est déjà les 11 binômes qui se présentent sous l'étiquette DCI et qui portent un réel projet sur l'attractivité du Cantal. Et alors ensuite, moi, effectivement, je suis prêt à être enthousiasmé par l'ensemble des forces présentes. Mais alors c'est vrai qu'une des difficultés que l'on a, notamment sur Aurillac, et un des enjeux de cette élection, incontestablement, ça va être la participation. Et c'est vrai que ce qui est fait sur Aurillac, j'avoue que c'est pas de nature à clarifier l'image. 4 listes sur certains cantons. Voilà. Alors qu'il y ait de nombreuses listes, oui, tout à fait. Mais s'il y a unicité au niveau des municipales, le fait que celle-ci soit complètement éclatée au niveau des cantons aurillacois, à mon avis, pour l'électeur aurillacois, il n'est pas très simple de savoir si je vote pour un candidat du PC vis-à-vis de la commune, alors que j'ai soutenu le conseil, enfin l'union au niveau du conseil municipal, si je vote pour un écologiste, alors que j'ai soutenu j'étais en équipe avec le PC. J'avoue que c'est de nature, à mon sens, à troubler les cartes et peut-être à inciter les électeurs à ne pas aller voter, ce qui n'est pas normal, puisque dans toutes les élections, ce que l'on souhaite en tant que candidat, effectivement, c'est qu'il y ait un maximum de participation. Donc voilà mon regret sur cette campagne. Et puis après, bien évidemment, l'enjeu pour une équipe sortante, c'est de pouvoir porter son nouveau projet, lors du prochain mandat. Alors les électeurs vont s'intéresser à toutes ces alliances, mais ils vont surtout s'intéresser au fond. Et je propose qu'on en parle du fond avec un premier thème. Ce thème, c'est l'attractivité du territoire. Je voudrais, pour commencer, qu'on regarde une courbe que vous connaissez tous bien ici. C'est celle du nombre de Cantaliens. Depuis 140 ans, si on la regarde, eh bien, elle ne cesse de baisser. 200 000 habitants il y a un siècle, 170 000 dans les années 60. On est passé sous les 150 000 autour de l'an 2000. Aujourd'hui, il n'y a plus que 144 000 Cantaliens environ. Tous les élus, depuis un bon demi-siècle, disent qu'ils veulent inverser la tendance. Si vous êtes élu, qu'allez-vous faire ? Dites-moi, Céline Chariot, par exemple. Alors, ce qu'on va faire, c'est continuer de travailler comme on le fait jusque-là, à savoir à développer nos services en faveur de nos habitants, du quotidien des habitants. Par exemple, au sein des intercommunalités, en lien avec le conseil départemental et tous les partenaires, on a nos maisons de services qu'il faut faire vivre pour garder de la proximité auprès de nos habitants, y compris en territoire et en dehors des villes, préfectures et sous-préfectures. C'est permettre à toutes les familles d'avoir un mode de garde en territoire pour pouvoir fonctionner. C'est travailler pour qu'on ait un réseau de collèges et d'écoles vivants sur ce territoire de façon à contribuer à l'attractivité de tout le département du Cantal, y compris dans son territoire hyper rural. Et c'est travailler aussi auprès des entreprises dans la mesure de nos possibilités dans leur recherche de personnel qualifié, puisqu'on a une chance et qui est à la fois aussi un handicap, c'est qu'on est en plein emploi sur ce département. Donc la question de l'attractivité, il y a de l'emploi pour voir sur ce département. La question est plutôt de comment le pourvoir avec des emplois qualifiés. Et la crise sanitaire, moi je pense, a contribué à porter un regard un peu différent et nouveau sur cette ruralité où on a une carte à jouer et il nous faut absolument saisir ces opportunités. C'est la question que je voulais poser. Avec ces crises sanitaires, il n'y a jamais eu autant de citadins qui veulent déménager vers la campagne. On imagine que le Cantal pourrait en profiter. Pierre Matonnier, pourquoi en profite-t-il peu ou en tout cas pas assez ? Alors je pense que les chiffres que vous avez rappelés, c'est l'échec de tous les politiques. Là, tous autour de la table, autant on connaît. C'est un échec parce que d'abord, on n'a pas inversé la courbe de la démographie. Et puis, c'est un échec parce que aujourd'hui, notre territoire, il n'est pas attractif. Quand on veut faire venir des collaborateurs, c'est un sujet qui, ils ont l'impression d'aller en Sibérie. Et bon, il y a le tourisme, et on sait qu'une personne sur deux qui s'installe dans un département, il a été avant sur le tourisme, mais je pense que ce sera un des sujets de discussion. Donc aujourd'hui, je pense que le modèle qui a été défendu, il était, mais on est tous coupables, je jette la pierre à personne, mais il était construit sur des bases fausses.
Oui, mais lesquels alors, pour être plus précis, aujourd'hui, les résultats qui sont dans la démographie, on a un bon exemple, puisque les derniers résultats de démographie montrent que le territoire de la CABA a progressé. Donc la CABA, c'est l'agglomération d'Aurillac. C'est les 5 cantons qui tournent autour d'Aurillac. Donc ce territoire-là progresse dans la démarche économique. Et aujourd'hui, les derniers sondages qu'on a eus de l'INSEE, les derniers recensements, font apparaître que le territoire a gagné 81 habitants, quand le département du Cantal, hors CABA, a perdu 459 habitants. Donc ce sujet aujourd'hui, là, tous autour qu'on est autour de la table, c'est un vrai sujet pour la stratégie du département. Il faut appliquer ce qui a marché à Aurillac et permettre que tous les territoires en bénéficient. Bruno Faure, je vous vois hausser les sourcils. Est-ce qu'il y a 2 Cantal, comme le dit M. Matonnier, Aurillac qui gagne et le reste qui perd? Alors, il peut y avoir 2 Cantal, mais tout dépend des périodes, les périodes de référence que l'on prend. Parce que si je prends sur les 10 dernières années, moi, Aurillac a perdu 3000 habitants à elle toute seule. Donc, ça ne justifie pas effectivement un succès pour la politique aurillacoise. Ceci dit, l'attractivité, ça ne se décrète pas. C'est vrai que l'attractivité passe par l'image. Le département a travaillé sur l'image depuis une douzaine d'années maintenant. Travail qui est aujourd'hui salué par tout le monde, qui ne l'était pas forcément à l'époque. Maintenant, l'attractivité, ça va au-delà de l'image. Et je rappellerai juste ce petit travail qui a été fait sur la marque Cantal. Mais ça, c'est de l'image et il faut aller plus loin pour faire de l'attractivité. C'est le désenclavement. Désenclavement qui est important, que ce soit par la route. Et là, je salue effectivement, il y a consensus sur le désenclavement routier de la part de l'ensemble des personnes qui sont autour de cette table. Désenclavement aérien, on l'a vu tout à l'heure, c'est les collectivités financent lourdement ce désenclavement. Il nous reste effectivement le train à travailler, ça c'est un point important. On va parler des transports dans un petit instant. Monsieur Prat, vous êtes un petit peu en retard sur le temps de parole. Vous, comment vous le rendez attractif, ce département du Cantal ? Déjà, les nouvelles populations que nous souhaitons accueillir, ce qu'elles cherchent, je pense, c'est de pouvoir se soigner, donc avoir une offre ambulatoire, une offre hospitalière, avoir des liaisons quotidiennes dans leur mobilité, d'avoir un train de nuit, je pense, et des liaisons vers Paris pour s'y rendre. Et cherchent des écoles, un service postal. En fait, toutes ces populations cherchent des services publics. Et tous ces services, aujourd'hui, dans le Cantal, ils ne sont pas suffisants ? Ils ont été beaucoup détériorés, et je ne sais pas si c'est la faute des hommes et femmes politiques de ce département, mais je pense que c'est la faute des politiques nationales qui ont démissionné pour aménager le territoire de manière très fine. On a vécu dans les collectivités tout de même la suppression de la taxe d'habitation. On dit depuis 10-15 ans à tout le monde que c'est les collectivités qui coûtent cher, la dépense publique est en train de fondre, autant dans nos communes que dans notre département du Cantal, alors que cette dépense publique, c'est elle qui fait les services publics locaux, et c'est ça qui rend attractif notre territoire. Donc il faudra que je pense que dès demain, le département, avec d'autres, ça s'est fait ailleurs, se bagarre, mène la lutte pour déjà exiger des compensations de ce que l'État a transféré, pour pouvoir aménager le territoire, l'organiser et pouvoir permettre à toutes les populations de venir habiter et vivre dans notre département du Cantal. Alain Calmette, vous représentez d'une certaine manière la majorité présidentielle ici. Monsieur Prat nous dit que c'est le niveau national qui n'a pas fait son travail. Vous êtes d'accord avec ça ? Je pense qu'il y a eu quelques annonces historiques sur Aurillac et son bassin et sur le Cantal ces dernières semaines. Par exemple, la délocalisation d'emplois publics de Paris vers Aurillac pour les services des finances publiques, ça s'est jamais vu. Ceux qui prétendaient ça il y a 10 ans est passé pour des doux rêveurs. L'enseignement supérieur est considérablement renforcé, donc on peut pas dire que les mauvaises nouvelles s'accumulent. Moi, je pense que ce dossier-là, c'est la mère des batailles pour le département du Cantal. Et c'est un dossier emblématique, parmi d'autres, de ceux qui devraient être traités par-delà les clivages politiques et par-delà les querelles de territoire. Parce que la démographie, c'est l'affaire de tous dans le Cantal et il n'y a pas de querelle de clocher ni politique à avoir. Je prends juste un exemple. Pendant le premier confinement, il y a 1 an, l'opérateur Orange nous a indiqué qu'il y avait 7000 télétravailleurs extérieurs au Cantal qui étaient venus travailler dans notre département. Ben moi, je pense que sur ces 7000, on pourrait très bien en cibler quelques-uns, 10% par exemple, pour qu'ils continuent de venir dans le Cantal et s'y installent
définitivement. Et pour ça, il faut un leadership sur l'attractivité du Cantal. Et je pense que le conseil départemental est le bon échelon pour regrouper toutes les forces, celles des grandes collectivités, celles des consulaires, tous ceux qui sont préoccupés par ce sujet. Et donc là, je crois que le conseil départemental, par-delà ce qu'il fait déjà sur l'image, qui est une réalité, a un rôle éminent à jouer. Pierre Reynaud, on va peut-être parler de leadership, effectivement, parce qu'on parle d'attractivité, donc on va parler de tourisme. Le Cantal a vécu un été 2020 exceptionnel. Le département a parfaitement su répondre à l'appel au grand air des Français à la sortie du premier confinement. Mais dans le Cantal, le tourisme, on a l'impression que c'est l'affaire de tout le monde, c'est-à-dire du département, des communautés de communes, de l'agglo, des acteurs privés, et sans un leadership qui est assuré. Vous parlez de leadership actuellement, et c'est ce qui ressort exactement d'un rapport très récent du cabinet ID Tourisme qui a fait grincer des dents, en disant dans le Cantal, finalement, il n'y a pas un leadership assuré en la matière. Monsieur Bruno Faure, est-ce que vous partagez ce constat, et comment finalement unir ces forces dans le département pour renforcer le rayonnement touristique du Cantal et le pérenniser dans le temps? Je crois que c'est la définition d'un objectif de développement touristique clair. C'est vrai que on parle souvent d'espace, on a des grands sites, effectivement, on a des carences aussi en termes de capacité d'accueil, et il nous faut des marqueurs importants sur le territoire. Et notamment, on porte l'idée effectivement que l'on pourrait développer des hébergements très marqués Cantal sur des demeures, voire des burons, voire la création d'une voie douce sur le département. Je crois que c'est des notions comme ça. Il faut que l'on s'appuie sur nos atouts et surtout qu'on soit capable de les valoriser, qu'on y mette de la valeur ajoutée. C'est essentiel. Sébastien Prat, dans votre programme, il y a une ligne organiser une politique de tourisme cohérente. Elle n'est pas cohérente aujourd'hui ? En tout cas, il faudra qu'on se mette tous ensemble autour de la table, de toute façon. Ce n'est pas parce qu'on pense qu'on a des étiquettes politiques ou des mouvements d'idées différents que nous ne sommes pas capables de nous rassembler sur des objectifs communs. En tout cas, les communistes l'ont toujours fait. Ce qu'on constate effectivement, c'est qu'il y a un afflux de touristes. Il faudra l'organiser, cette politique, et je pense que le Cantal peut être l'avant-garde d'un tourisme vert, mais avec un développement raisonné au niveau de nos paysages, ne pas tout bétonner, comme ça a pu se faire dans les années précédentes dans des grands littorales ou dans des massifs alpins. Et cette question du tourisme devrait être aussi liée aux populations locales. Ne pas opposer les populations cantaliennes et les touristes, puisque ça peut créer d'énormes tensions. On a pu le voir un tout petit peu quand même au confinement, quand les maisons se réouvraient. Ça passait pas forcément tout seul dans de nombreuses communes du Cantal. Il faut le travailler sereinement tous ensemble. Faire un tourisme de 4 saisons pleinement sur tous les sites du département, et tous les endroits du département, et ne pas seulement valoriser que certains sites. Pierre Matonnier, j'ai encore les mots de ce rapport, des acteurs qui ne savent pas travailler ensemble, des doublons dans les organisations. Il y a une marge, c'est sévère quand même. Oui, mais bon, là, à l'échelle des intercommunalités, il y a des EPIC et des offices de tourisme. Bon, ça c'est le lien avec les touristes en direct. C'est la coordination de tout ça. Et le rôle du conseil départemental, ça va être de coordonner et d'assumer le leadership, c'est vrai, mais avec un touriste de 4 saisons. Il y a 4 saisons dans l'année et il faut respecter cela. Donc pas mettre tout l'argent sur 2-3 projets emblématiques, mais être capable d'assurer, ou en tout cas de bien respecter pour la station du Lioran. Dans 2040, il n'y aura plus de neige. Donc il faut savoir prendre des mesures maintenant pour adapter un tourisme vert. Je rejoins complètement Sébastien Prat pour dire qu'aujourd'hui, l'enjeu du tourisme sur Aurillac, ce sera sur le Cantal, pardon. Lapsus, mais assumé. Mais aujourd'hui, cette coordination, elle doit se faire à l'échelle du département pour tous les territoires et avec une optique d'un tourisme choisi et pas un tourisme subi. Donc il faut savoir quel type de touriste on veut et sur quoi on veut s'engager. Alain Calmette, lorsque vous avez annoncé votre candidature sous l'étiquette La République En Marche, vous avez dit que c'était pour faire travailler ensemble la ville et le département et mettre fin à une rivalité historique totalement contre-productive. Ce tourisme, c'est l'image des maux qui touchent le Cantal aujourd'hui, selon vous ? Non, je faisais allusion à quelque chose que je connais bien, puisqu'en ayant été maire pendant quelques années d'Aurillac, j'ai participé moi-même à cette querelle historique qui veut que les conseillers municipaux, qui sont conseillers généraux départementaux de la majorité municipale, quand ils sont au conseil général, votent contre tous les budgets du conseil général, et la réciproque est vraie.
les conseillers généraux qui sont conseillers municipaux dans la minorité d'Aurillac, ils votent contre le budget de la ville. Moi, je pense que sur ces dossiers, comme le tourisme, comme la démographie, comme le désenclavement, il y a lieu de mettre nos querelles politiques légitimes entre parenthèses et de se dire que le Cantal et Aurillac sont trop petits, trop faibles pour se lancer dans des querelles qui ralentissent les projets et qui nous rendent moins forts et moins efficaces. C'est le sens de mon propos dans cette campagne, c'est de dire que travaillons ensemble, gardons nos convictions, gardons nos idées initiales, mais travaillons ensemble parce que, en plus, nous sommes dans une période de crise et qu'il faudra sortir de cette crise sanitaire avec des mesures sociales certainement adaptées. Et donc, nous le ferons mieux si nous sommes d'accord. Céline Chariot, vous êtes prêt à travailler ensemble avec les gens qui sont autour de cette table ? Ah, mais ça a toujours été notre philosophie de départ, travailler avec tout le monde, tous ceux qui sont autour de la table, travailler avec... on travaille très bien aujourd'hui dans l'Assemblée départementale qui se termine avec tous les représentants des différents groupes. Et je pense qu'on a su se retrouver justement sur des sujets importants pour le Cantal. Et moi, je ne peux que m'en féliciter parce que c'est la façon dont je pense, moi, on doit travailler dans ce département. Bruno Faure, comment vous le vivez, vous ? Vous la vivez, cette rivalité historique entre Aurillac et le Cantal ? Et est-ce que vous pensez qu'elle fait des dégâts ? Alors, je ne sais pas si elle fait des dégâts, mais moi, j'ai essayé de l'effacer. J'ai essayé de l'effacer. C'est vrai qu'aujourd'hui, je bois les paroles de tout le monde, où j'ai entendu que le département devait être le fédérateur au niveau tourisme, au niveau démographie, au niveau désenclavement, au niveau enseignement supérieur, on peut rajouter. Et je le dis d'autant plus que moi, j'ai été élu président du département avec les seules voix UDI, pas UDI, DCI. Lapsus, voilà, droite, centre c'est plus large que l'UDI. Indépendant. Et effectivement, les budgets de ces 2 dernières années ont été votés à 28 voix sur 30. Ce qui veut dire effectivement que le travail qui est fait, que les options qui sont prises, même si des fois certaines donnent lieu à des échanges, et puis il faut qu'il y en ait. Mais ça démontre effectivement que le département est un lieu de fédérateur pour l'ensemble de ces politiques importantes pour le Cantal. Alors on va changer de thème, à moins que vous ayez une dernière question, Pierre. J'ai une dernière question, parce qu'on a parlé de beaucoup de sujets par rapport à l'attractivité. On a parlé que le département était fédérateur. On n'a pas parlé de santé. C'est-à-dire que pour attirer de nouvelles populations sur le territoire, il faut être en mesure de leur offrir quand même une offre de soins de qualité. Le Cantal est cependant malade de ses médecins généralistes et de ses spécialistes. Comment finalement attirer de nouveaux praticiens sur le département ? Est-ce qu'il faut les salarier, ces médecins ? Est-ce qu'il faut les aider financièrement pour les installer sur le territoire ? Je vous regarde, Monsieur Prat, parce que vous, en tant que généraliste, vous venez nous parler, Monsieur Prat. Quels sont vos remèdes pour lutter contre les déserts médicaux ? Il n'y a pas forcément de remède miracle, mais on peut se dire et collectivement se féliciter. Le Cantal est quand même une terre médicale qui est prisée par des jeunes médecins qui s'installent. Ce qu'on voit, c'est que les déserts médicaux progressent, pas que seulement dans les campagnes, aussi dans la ville-centre comme Aurillac. Beaucoup de patients ne trouvent pas de médecin traitant, ils font des kilomètres pour aller chercher justement ces médecins. Je pense qu'il faut travailler avec les professionnels de santé qui sont sur le territoire. Et vous parliez de salariés, je crois qu'effectivement, le département pourrait tenter d'installer des centres de santé, là où l'offre libérale est là où il y a un trou dans la raquette, pour que chacun puisse se soigner, avoir accès à une infirmière, à un médecin généraliste. Ces médecins seraient salariés par le conseil départemental, pratiqueraient le tiers payant. Et je pense que ce serait de bon aloi, ce serait une marche supplémentaire que le département du Cantal puisse gravir ça, puisqu'il se positionne déjà dans l'incitation. Mais après l'incitation, il faut à présent passer aux actes et aux actes politiques qui peuvent en être de ce tonneau-là. Céline Chariot, comment on les fait venir, ces médecins, même si on les salarie ? Comment on les fait venir ? En faisant valoir déjà effectivement le réseau des professionnels de santé existants. Et donc les territoires s'organisent, on a des contrats locaux de santé, on a une action au conseil départemental aussi qui coordonne ces contrats locaux et des actions qui mettent en réseau en fait les professionnels de santé du territoire qui sont les mieux placés, me semble-t-il, pour promouvoir ce territoire et donner envie à des professionnels qui aujourd'hui rêvent peut-être de s'installer ailleurs qu'en métropole, de
venir dans le Cantal. Donc ce travail, il est en cours, c'est un travail de longue haleine parce que forcément, ça rejoint le thème qu'on aborde, mais c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'emploi du conjoint, il y a aussi les services, l'offre culturelle. Et en ça, en fait, on essaie j'espère en tout cas, de travailler sur tous ces sujets. Mais la santé est un élément majeur. Au niveau des collectivités, le conseil départemental les accompagne aussi beaucoup sur les équipements, parce qu'il y a les fameuses maisons de santé. C'est déjà un pas qu'on peut faire, ça, notamment porté par les intercommunalités ou les communes. Mais derrière, il y a toute l'animation de ce réseau et il y a des actions en cours et on voit que même si c'est fragile sur certains secteurs et que c'est un travail permanent, il y a déjà quelques résultats, comme le disait Monsieur Prat, et je pense qu'il faut déjà qu'on s'appuie sur cela. Pierre Matonnier, je crois que dans l'Allier, un tel projet de centre de santé a été mis en place, mais il a dû fermer parce qu'il n'y avait tout simplement pas assez de médecins. Oui. Comment vous faites dans le Cantal pour que les médecins répondent à l'appel? Alors, il y a une organisation qui est le groupement hospitalier de territoire, qui couvre tout le département du Cantal, qui est d'ailleurs piloté par l'hôpital Henri Mondor à Aurillac, et qui vitalise le territoire du point de vue de la santé. L'hôpital de Condat, Mauriac, Saint-Flour, Chaudzeg, tous les hôpitaux sont en réseau. Avec la télémédecine, aujourd'hui, il est proposé des solutions actives et opérationnelles pour justement avoir des consultations de spécialistes. Et l'hôpital, le GHT du Cantal, est en lien avec le CHU pour les consultations à distance. Donc aujourd'hui, je dirais que le territoire, Sébastien l'a dit, il n'est pas... aujourd'hui, il est attractif pour les médecins. Et il n'est pas suffisamment attractif et il n'y a pas suffisamment de médecins en France, mais globalement, quand il y a beaucoup de jeunes médecins qui aujourd'hui s'installent. Après, peut-être que pour le milieu rural et pour installer des médecins en milieu rural, c'est une autre problématique. Mais sur je pense qu'à Saint-Flour, à Aurillac, même à Morse, les médecins s'installent et créent des cabinets médicaux et il y a des solutions. Par contre, les ophtalmos, les spécialités rares, là, c'est plus compliqué. Je crois qu'il y a, Bruno Fort, peut-être 2-3 ophtalmologues dans le Cantal. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Non, tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai que si nous avons beaucoup travaillé, lorsqu'on parle de santé, on parle souvent des médecins libéraux. C'est ce que, voilà. Mais il y a toutes les autres professions effectivement qui sont en tension et ça va du kiné jusqu'à l'ophtalmo, et l'ensemble des spécialistes. C'est vrai que ce qui a été fait au niveau du département, on participe à tout ce qui est maison de santé, on a participé au déploiement de la télémédecine et puis également à l'accueil des jeunes internes. L'idée, c'était de leur faire découvrir le Cantal de manière différente pour qu'ils imaginent pouvoir y construire leur vie. Mais demain, on ne s'interdit pas effectivement un centre de santé, on ne s'interdit pas des consultations mobiles. On essaie d'être opportun et de regarder un peu ce qui se fait pour l'adapter au Cantal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'attractivité. Merci Pierre Reynaud. On va suivre la couverture de ces élections dans vos éditions de La Montagne, mais on va accueillir un autre de nos confrères pour passer au thème suivant, les transports. On l'a vu au début de cette émission, les transports, c'est une question centrale dans le département du Cantal. Les questions d'enclavement sont récurrentes dans le débat politique local depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Et pour nous en parler, Emmanuel Moreau de France Bleu Pays d'Auvergne nous a rejoint. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Dites-nous, transportez-nous dans le Cantal. C'est vous qui avez été transporté. Donc tout d'abord, un grand merci d'être venu jusqu'à Clermont-Ferrand pour participer à ce débat, parce que grosso modo, c'est 5 heures de trajet pour vous dans la journée. Alors, pas de quoi effrayer un Cantalou, je sais bien, c'est juste un exemple de ce qui se passe au quotidien dans le département. On pourrait peut-être trouver un synonyme d'enclavement, c'est cantlavement, c'est pas très beau, désolé pour ce mauvais jeu de mots, mais c'est assez significatif. Aurillac est le chef-lieu de département le plus éloigné d'une autoroute. Il faut environ 1h30 pour aller prendre la 20, la 89 ou la 75. Ça va dépendre dans quelle direction. Et encore quand les conditions sont favorables. L'hiver, évidemment, c'est autre chose. Et les services du département doivent dégager 4000 km de route quand c'est enneigé ou quand c'est verglacé.
Quant à la SNCF, elle semble avoir abandonné le Cantal plus ou moins. Aujourd'hui encore, il n'y avait aucun train entre Aurillac et Brive, entre Aurillac et Offillac, et encore moins entre Neussargues et Millau. Sur la ligne de l'Aubrac, des lignes sous-entretenues depuis longtemps et qui doivent se contenter de rustines pour fonctionner tant bien que mal. Heureusement, donc, l'avion peut s'affranchir de cette géographie qui est magnifique mais contraignante. C'est peut-être pour cela que les 2 allers-retours quotidiens entre Paris et l'aéroport d'Aurillac-Tronquière fonctionnent plutôt bien. C'est un projet, le désenclavement, que vous partagez tous plus ou moins dans vos programmes. Alain Calmette, dans le vôtre, il y a accéléré le désenclavement routier, ferroviaire et aérien en soutenant notamment le futur contournement ouest d'Aurillac. Les projets routiers, c'est nécessaire dans le contexte d'aujourd'hui, de l'urgence écologique, encore ? Oui, tout à fait. Je pense que sur ce domaine, il faut se départir d'une idéologie trop dogmatique en matière d'écologie. Parce que le département du Cantal a une spécificité, c'est sa difficulté de déplacement. Et là où on peut trouver des transports doux assez facilement dans des métropoles, dans le département du Cantal, pour aller travailler, pour aller au collège, pour aller au lycée, il faut encore une voiture. Et donc, les projets routiers, en tout cas, je les soutiens totalement parce qu'ils sont une composante indispensable de la vie quotidienne dans le Cantal. Ça n'empêche pas de développer l'usage du vélo. Ça n'empêche pas, bien sûr, de contrecarrer ce désengagement de la SNCF. Mais pour répondre précisément à votre question, oui, la route fait partie de notre quotidien et il faut l'entretenir, l'améliorer et construire de nouveaux axes. Alors sur ces projets routiers, vous êtes tous d'accord, hein, Sébastien Prat, vous aussi, alors qu'effectivement votre programme met l'écologie au cœur de ces propositions, vous aussi, lancement de grands travaux routiers qui relancent la commande publique. C'est important ? Déjà pour l'enclavement d'Aurillac, on ne déplacera pas la ville-préfecture, en tout cas je ne pense pas. Nous on croit vraiment à la complémentarité des modes de transport. On est pour le soutien de la ligne aérienne. Je crois effectivement que les travaux routiers aussi devront se mener. Et le troisième axe, c'est le réseau ferroviaire qui va faire partie de toute façon de l'attractivité de notre territoire pour les nouvelles populations. Il nous faudra décréter un plan d'urgence pour le rail dans le Cantal. Le département n'est plus autorité organisatrice de transport depuis quelques mois, mais a les moyens de batailler avec les usagers et les cheminots pour ces trains du quotidien et ces liaisons vers Paris. En tout état de cause, on parle de désengagement de la SNCF, mais le rail est ouvert à la concurrence. Et cette ouverture à la concurrence freine le développement ferroviaire de notre département du Cantal, puisqu'aucune compagnie privée qui a pour but la rentabilité ne viendra dans le Cantal faire voyager nos Cantaliens. Donc c'est un vrai problème et qu'il faut mettre sur la table. À l'époque, il y avait quand même la SNCF opérateur public, ça marchait et on nous transportait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bruno Faure, le désenclavement, oui, mais comment ? Le désenclavement, c'est une des priorités qui est partagée par tout le monde. C'est vrai, on s'en satisfait. C'est la route. La route dans le Cantal, je dis souvent, on produit des broutards, on produit du fromage, on produit des ponts métalliques et béton, on produit des parapluies, etc. Et tout ça, ça passe par la route. Donc il est essentiel, effectivement, d'un point de vue économique, que nos entreprises aient un accès rapide, on va dire, aux autoroutes. La ligne aérienne, c'est évident. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure de télétravail. Une enquête qui a été faite auprès des télétravailleurs démontrait qu'il était possible de télétravailler dans le Cantal. La condition était de rejoindre très rapidement, de pouvoir rejoindre très rapidement son entreprise, que ce soit par la route, par l'avion, lorsque c'est à Paris, et bien sûr, et sur le train, on s'est positionné au niveau du conseil départemental pour solliciter la remise en place d'une liaison de nuit qui a été supprimée il y a une quinzaine d'années à peu près. Et donc si on a été retenu, on peut s'en satisfaire, mais je crois que les délais sont un peu longs, puisqu'on a annoncé... Ça va se faire ? On annonce du 2030, ce qui ne peut pas nous satisfaire sur le fond. Voilà, il faudrait que ce soit un peu plus rapide. Donc là, ce sont des dossiers, effectivement, où le département est le bon échelon pour faire valoir nos droits et essayer de se faire entendre au niveau national. Pierre Matonnier, dans quel ordre ? La route, le train, l'avion ? Alors la route en premier, parce que malheureusement notre géographie fait qu'aujourd'hui la zone urbaine autour d'Aurillac, de toute façon, elle est de 50 km. Donc il n'y aura pas des trains ni des transports en commun dans tous les sens. Donc la route,
qui portent des voitures individuelles, mais aussi des transports collectifs. Donc là-dessus, c'est aussi contributeur à l'attractivité de notre territoire. Après, le train, bien sûr, parce que là, et on est tous d'accord, que ce soit vers Clermont, que ce soit vers Brive, vers Toulouse, là, on est d'accord. L'avion... la CABA soutient l'avion avec le conseil départemental. À hauteur d'un peu plus de 2 millions d'euros par an, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est une dépense subie et pour lesquelles on travaille très bien ensemble, mais parce qu'on partage l'objectif que s'il n'y a plus d'avion, il n'y aura plus d'économie à Aurillac. Ça les vaut, c'est 2 millions 200 000 euros par an? Et c'est pas discutable. Mais là, autour de la table, personne ne va le discuter. Et parce que justement, notre territoire industriel, qui est important et qui progresse, parce que tout à l'heure, quand je parlais de la démographie du territoire de la CABA et de la ville d'Aurillac, les emplois salariés, ils se créent sur Aurillac. Aujourd'hui, le territoire, économiquement, est fort. Mais s'il n'y a plus l'avion, là, on perdra toutes les entreprises qu'a évoqué le président Faure. Céline Chariot, du côté de Neuve-Église, le problème se pose un peu différemment puisque l'autoroute A75 passe tout près. Vous, en termes de transport, quelles seraient vos priorités ? Alors, sur l'Est Cantal, effectivement, ça se pose un petit peu différemment puisqu'on a donc la chance d'avoir l'autoroute A75 et puis également des investissements routiers. Alors, qui sont pas... Il y en a un qui est récent, qui est celui de la rocade de Saint-Flour, financé 50-50 département région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on s'en félicite parce qu'on a vu quand même localement les bienfaits que ça a pu apporter à ce territoire, mais pas que pour l'Est Cantal, parce que du coup, ça rapproche aussi le bassin aurillacois, ça contribue à le rapprocher de cette autoroute A75. Donc, pour nous, c'est sûr que ça se pose pas tout à fait de la même façon. Par contre, on est très vigilant sur... on a un problème aujourd'hui, effectivement, partagé aussi sur le ferroviaire, avec donc le Paris-Béziers ou le Paris-Aurillac, sont des lignes d'aménagement du territoire pour nous. Effectivement, comme le disait M. Prat, ça n'intéresse pas des compagnies privées, donc il faut que l'État reste présent et c'est la seule façon, à mon sens, pour que ce train demain devienne un moyen de transport moderne, au même titre que la ligne aérienne aujourd'hui sur le département, qui est une ligne d'aménagement du territoire au sens premier du terme et où il faut que l'État reste présent et continue de rester présente auprès des collectivités. Le temps passe vite, on va déjà devoir passer à notre thème suivant. On va parler de solidarité. Pourquoi parler de solidarité ? Eh bien parce que le social, la solidarité, c'est plus de la moitié du budget du département, plus de 52% des dépenses dans le budget 2020. C'est ce que vous voyez sur ce graphique en violet. Alors évidemment, ça regroupe beaucoup de choses, et notamment le versement du RSA. La crise que l'on vit a fait augmenter le nombre de bénéficiaires. Bruno Faure, à la fin de l'année dernière, vous êtes inquiété de la possible explosion de ces dépenses sociales. Comment le département va-t-il suivre ? On s'est inquiété effectivement de l'évolution de ces dépenses sociales, surtout d'un point de vue national. Alors il est vrai que sur le département, on imaginait, on a réussi à stabiliser. Si on parle simplement au niveau du RSA, on était sur du plus 4% sur le dernier trimestre. En termes de RSA, il faut savoir que c'est à peu près 15 millions d'euros le RSA sur le département. Aujourd'hui, ce que l'on a fait, c'est que l'on a essayé de mettre une politique, j'allais dire, agressive sur l'emploi, de manière à ce que ces bénéficiaires du RSA, notamment les nouveaux bénéficiaires, puissent être accompagnés de manière à retrouver un emploi rapidement, ce qui a l'air de fonctionner aujourd'hui, ce qui fait que nous arrivons à stabiliser. Nous ne sommes pas dans la décrue, on stabilise effectivement cette dépense de RSA. Donc aujourd'hui, on reste sur ces 15 millions, même si on avait imaginé sur le budget que nous avons voté en décembre, l'abonder de manière plus importante, puisqu'on avait rajouté 10% sur cette enveloppe. Mais ceci dit, comme le disait Alain Calmette en début d'émission, le risque est demain. Le risque est demain au niveau social. Alain Calmette, justement, vous, si j'ai bien lu, vous proposez de participer à une expérimentation qui consisterait à rendre ce RSA à l'État. Pourquoi ? Je ne pense pas avoir dit ça. Alors je me suis trompé. Mais ce que je voulais dire par rapport au RSA, c'est que il me semble qu'à la sortie de la crise sanitaire, la cible la plus vulnérable, la plus fragilisée,
ça va être les gens exclus du RSA, en clair les 18-25 ans. Et que donc peut-être que le Cantal pourrait trouver des solutions particulières pour les aider. Je parlais peut-être d'un RSA pour les jeunes, encore que l'idée est à creuser parce qu'elle est insatisfaisante à mon avis. Mais je pense que pour d'autres dossiers comme pour celui-là, le Cantal est assez petit pour avoir la réactivité et l'ingéniosité de mettre en place des expérimentations qu'on peut mettre rapidement en place pour les tester. Je pense que ça pourrait en faire partie. Vous proposez un bouclier social. Qu'est-ce que c'est ? Ça peut en faire partie. Je proposais aussi une expérimentation qui s'appelle Territoire zéro chômeur, qui consiste à transformer les dépenses passives du chômage en dépenses actives. Ce serait trop long peut-être ici de le développer. Mais tout ceci, dans ce budget que vous avez rappelé, je voudrais simplement rappeler que quand on enlève toutes les dépenses obligatoires du conseil départemental, c'est-à-dire le social, les personnels, les collèges, les routes, il reste 3%. 3% des dépenses de fonctionnement en marge de manœuvre. Donc ça demande beaucoup d'imagination, mais je pense que les futurs élus dans l'Assemblée départementale l'auront, cette imagination, pour essayer d'accompagner cette sortie de crise qui, à mon avis, sera un des dossiers majeurs des années 21-22. Sébastien Prat, vous proposez une plateforme pour mettre en relation les bénéficiaires du RSA et les employeurs. L'idéal pour vous, ce serait qu'ils retrouvent un emploi. Bien sûr, si on veut diminuer la part que le codépartement consacre au RSA, il faudrait que cette plateforme, c'est une des propositions, et la deuxième, c'est que travailler en relation avec la région pour qu'elle investisse de manière plus performante dans les parcours de formation professionnelle, avec des systèmes d'emprunt, de garantie bancaire pour les bénéficiaires du RSA et les chômeurs de longue durée. Je crois qu'on va avoir un problème social majeur, y compris avec le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, puisque cette crise-là, à part aller chercher l'argent dans les multinationales et dans les poches des actionnaires, Emmanuel Macron va nous préparer dans les mois à venir une cure d'austérité, je le disais en première partie d'émission. C'est 5 ou 6 milliards qui sont annoncés sur le dos des collectivités. Donc les marges de manœuvre vont vraiment s'amoindrir. Et que va-t-il se passer pour des milliers d'hommes, enfin des centaines d'hommes et de femmes dans nos départements qui ne pourront plus avoir d'argent tous les jours pour se nourrir. Un moment qu'il y a fait quelques années qu'il n'y a pas eu contrairement au passé, qu'il n'y a pas eu de baisse de dotation de l'État envers les collectivités locales. Je pense que le président Faure peut le confirmer et le maire d'Aurillac aussi. Mais ça risque d'arriver. Il y a eu le quinquennat d'Hollande et la fin du quinquennat Macron. On peut faire de la politique fiction, pour l'instant, c'est pas le cas. On peut toujours dire qu'il ne faut peu ou pas parler de national, mais ça reste quand même l'enjeu majeur, et il faut un département qui lutte, qui s'associe avec d'autres départements pour déjà compenser les charges transférées, mais aussi sur ces dossiers-là, puisqu'on ne peut pas laisser crever nos départements et nos collectivités locales. Pierre Matonnier, vous êtes socialiste, j'imagine que c'est une priorité. Oui, bien sûr, mais je pense qu'effectivement les marges du département sont très contraintes par l'État et d'une manière générale. Ça ne date pas d'aujourd'hui, donc c'est pas en soi un problème. Par contre, ça nous oblige à un effort d'imagination pour trouver des solutions qui permettent aux plus fragiles de trouver des solutions. Donc un revenu universel jeune, avec avec un accompagnement professionnel par les missions locales, ça peut être un vrai sujet et un vrai débat qu'il faudra porter au sein même de l'Assemblée départementale, parce que je pense que à la fois on a une démographie qui est très vieillissante, mais on a aussi des jeunes qui sont perdus et qui ne rentrent pas dans le système parce que l'histoire et leur capacité d'étude ou leur culture, parce que c'est plus un problème culturel, n'a fait qu'ils ont arrêté les études. Céline Chariot, vous, comment vous comptez affronter cette crise sociale ? Alors, sur le devoir d'imagination, en fait, par rapport aux marges de manœuvre hyper contraintes qui sont celles du département, ça c'est sûr, je souscris à ce qui a été dit. Il y a une question qui se pose depuis déjà plusieurs années, notamment par rapport au RSA, et je crois que ça est expérimenté dans quelques départements. Je ne sais pas s'ils ont passé le pas exactement, mais c'est la renationalisation, en fait, qui semblerait quand même une piste à pas négliger, de façon à ce que, au niveau des départements, on puisse recouvrer, ne pas subir, en fait, cette évolution de financière non compensée par
par l'État et pour nous permettre en fait d'agir par ailleurs et tant est que ce soit possible, augmenter les 3% dont parlait M. Calmette qui nous permettent de faire des actions facultatives, sport, loisirs, accompagnement des territoires. Bruno Faure, vous êtes coincé avec ces 3%? J'en voudrais plus. Il est évident que j'en voudrais bien plus. Ceci dit, effectivement, on va dire ces 3% nous permettent d'innover, nous permettent de mettre en place des politiques particulières ou partagées avec la région d'ailleurs. Mais pour revenir sur ce RSA, alors moi je suis contre, effectivement, je n'imagine pas une renationalisation de ce RSA, tout simplement parce que le RSA, si c'est simplement que de verser une prestation, ça n'a pas d'intérêt. L'objectif, c'est d'accompagner effectivement les bénéficiaires pour leur permettre de trouver une solution et de ne plus en avoir besoin. Et pour moi, le département est le bon échelon. D'ailleurs, on est dans un département, pour revenir sur la démographie, où aujourd'hui, effectivement, on est quasiment au plein emploi. On a 400 emplois qui sont non pourvus. On a des bénéficiaires du RSA. C'est comment faire, effectivement, pour faire l'adéquation entre ces personnes qui sont bénéficiaires du RSA sans emploi et ces emplois de disponibles. Et là, sans nul doute, il y a une difficulté de formation aussi. Formation qui peut peut-être se faire dans l'entreprise, donc nécessité de se rapprocher de la région aussi, de manière à pouvoir mettre en adéquation cette offre et ce besoin non asservi au niveau du département. Eh bien, merci Bruno Faure et merci à tous puisqu'on arrive déjà au terme de cette heure de débat. Pour en savoir plus, je vous renvoie bien sûr aux candidats qui ne manqueront pas d'être sur le terrain ou vers leurs programmes qui ont dû arriver dans vos boîtes aux lettres. Notez que nous n'avons pas pu inviter tout le monde, ils sont quand même 76 à se présenter dans le Cantal. Nous avons reçu sur ce plateau les principales sensibilités, mais il y en a d'autres comme la France Insoumise qui présente par exemple un binôme dans un seul canton. Vos prochains débats pour ces élections départementales, ce sera d'abord l'Allier lundi 14 juin à 23h avec Charline Collet. Mercredi 16, on se retrouvera nous aussi à 23h pour le débat avec les candidats du Puy-de-Dôme. Le grand débat des régionales, ce sera mercredi 9 juin à 21h05 avec Charline Collet et Olivier Michel. Quant au vote, on le rappelle, pour les départementales comme les régionales, le premier tour ce sera le 20 juin et le deuxième le 27. Merci Emmanuel Moreau, on vous retrouve sur France Bleu Pays d'Auvergne. Bonne soirée à vous et à très vite.